Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'ASEF, restez en notre compagnie car je reçois son président, M. Paul Kananura. L'ASEF, c'est quoi déjà? C'est l'Association des stagiaires et étudiants africains en France. D'accord, donc vous venez en quelque sorte en remplacement de la précédente fédération qu'on connaissait, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Oui, bien sûr. Avec sa disparition dans les années 1970, il y avait un vide et que nous avons comblé depuis 2000. D'accord. Et comment vous fonctionnez? Quel est le mode de désignation? Quelles sont les activités principales? Mais nous avons globalement des activités principales. La première, c'est l'organisation d'un colloque international sur l'Afrique. Et le dernier en date, c'était au mois de juillet sur la décolonisation et les indépendances africaines. D'accord, c'était en pleine année de célébration du cinquantenaire des indépendances africaines. Oui, vous êtes basé à Bordeaux? Oui, nous sommes basés à Bordeaux, mais le colloque, nous l'avons fait à Paris, à l'hémicycle du Conseil régional Île-de-France. D'accord, donc pas très loin de Télésud, c'est dans le 7e arrondissement également. C'est juste à côté. D'accord. Donc quels sont aujourd'hui, la FEANF, on la reconnaissait comme une association d'étudiants africains qui luttaient pour l'indépendance de leur pays. Aujourd'hui, quelle mission vous trouvez 50 ans après? 50 ans après, c'est la réflexion d'abord au service des peuples africains. C'est-à-dire, concrètement? C'est-à-dire que nous menons des actions de réflexion dans le domaine non seulement de l'éducation, de la science, mais aussi de la politique. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, nous avons invité les gouvernements africains qui étaient invités à l'Élysée, parce que c'était le 14 juillet, nous avons fait le colloque le 15 et le 16 juillet, pour réfléchir sur les enjeux des 50 ans à venir. C'est-à-dire s'inscrire dans une dynamique de décolonisation totale de l'Afrique, même si les événements d'aujourd'hui nous donnent raison, parce que le bilan, à ce moment-là, était extrêmement négatif, de 50 ans passés. Ouais. Donc il ne faut pas que dans les 100 ans, on fait encore un bilan négatif. D'accord. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive le plus à travailler? Est-ce que c'est l'idée de pouvoir influencer la coopération française depuis la racine, en étant en France, ou alors c'est l'idée de retourner dans vos pays respectifs pour créer un réseau d'anciens de l'ASEF? C'est plutôt l'entrée en Afrique, d'abord mettre à nos pays, à nos peuples, nos compétences acquises, et deuxièmement, créer un réseau dans le cadre de l'Union africaine ou des États-Unis d'Afrique, parce que je crois qu'il fallait aller vers cette option afin de créer un grand peuple africain, afin de créer des institutions fortes qui protègent les peuples africains. D'accord. Est-ce que vous arrivez à rassembler un maximum d'étudiants africains? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est limité aux étudiants, par exemple, d'Afrique noire seulement, comme c'était le cas pour la FEANF? Vous pouvez recruter au niveau du Maghreb également? Oui, bien sûr, nous avons... De l'Afrique anglophone? Je sais que vous n'êtes pas francophone à la base, vous êtes du Rwanda, si je ne me trompe pas. Vous arrivez à fédérer autour de vous toutes les Afriques? Oui, bien sûr, c'est toutes les Afriques. Si vous regardez même dans notre bureau, nous avons une Kenyane, nous avons une étudiante maghrébine, marocaine. Nous avons aussi dans plusieurs pays africains, notamment les étudiants d'Afrique de l'Ouest. Oui, les anciennes colonies françaises en gros. Oui, qui forment le gros du bataillon. D'accord. Et comment est-ce que vous vivez tous les événements qui ont cours sur le continent actuellement? On a parlé du printemps arabe avec les pays du Maghreb et l'Égypte qui se sont embrasés. Comment vous vivez ces événements-là au sein de l'association? Nous les suivons avec attention parce que la libération des peuples contre les dictatures est une bonne chose. Mais la situation libyenne apporte une bémol, parce qu'elle donne prétexte à des puissances occidentales de faire presque une erreur des nouvel Irak. C'est ce que nous craignons. Donc vous condamnez l'intervention militaire en Libye? Je ne sais pas uniquement de condamner, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres options
qu'il fallait mettre en place. Je crois que le 10 mars, le comité de l'Union africaine était contre l'intervention étrangère en Libye. Mais il y a eu un vote le vote d'une résolution, la résolution 1973 des du Conseil de Nations sécurité, Unies qui autorise le recours un peu à la force pour la zone d'exclusion aérienne. Mais les bombardements qu'on fait aujourd'hui, je crois que sont contraires à cette résolution. Et non seulement va produire des effets inverses si ce n'est pas un échec. Il y aura peut-être, va produire des nationalistes, beaucoup de nationalistes libyens qui vont défendre le pays. Nous discutons avec des anciens étudiants libyens qui étaient membres de notre association ou qui étaient membres de l'association des étudiants libyens ici, donc qui sont là-bas. Au départ, peut-être, il y avait certains qui étaient pour la révolution, et aujourd'hui, avec les bombardements, qui sont totalement contre, et qui disent qu'ils sont devenus nationalistes, alors qu'au départ, soutenaient les insurgents. Donc, ça prouve que les bombardements provoquent plutôt un effet inverse qu'un effet recherché. C'est la France qui est à la tête de la coalition qui a tout d'abord fait voter la résolution au Conseil de sécurité et qui a donc lancé ces bombardements. Est-ce que, puisque vous êtes à Paris, vous avez prévu d'aller à l'Élysée ou au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, pour faire connaître votre position? C'est un jeu d'Oedipe, parce que nous savons que le commandement aujourd'hui de l'opération est assuré par les Américains, mais qui ne veulent pas assurer la responsabilité. On veut transférer ça à l'OTAN. La France, qui n'est pas pour l'OTAN depuis un certain temps, n'est pas... Elle vient de rejoindre le commandement de l'OTAN, oui, donc elle n'a pas une très grande ancienneté pour pouvoir commander les opérations. C'est ça, mais elle n'est pas tout à fait d'accord, les pays arabes. Donc nous sommes face à une opération dont nous ne connaissons pas les contours de commandement, qui commande l'opération, parce que les Américains vont se désengager, je ne sais pas pourquoi. La France suit les événements, même si elle a été moteur à un certain moment, mais je crois que pour le commandement, elle n'est pas capable, avec la Grande-Bretagne. Mais aussi, nous sommes face à une opération dont nous ne connaissons pas les enjeux, notamment les objectifs. S'agit-il d'éliminer Kadhafi ? S'agit-il d'anéantir le peuple libyen? S'agit-il de la partition de la Libye ou les trois à la fois? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de détruire les infrastructures libyennes de développement et on ne parle pas de la reconstruction. Qui va financer la reconstruction? Est-ce que c'est le peuple libyen, c'est le pétrole libyen ou c'est la communauté internationale ou la communauté occidentale tout court? D'accord. À votre niveau, est-ce que vous êtes en contact avec les autorités de l'Union africaine également? Oui, bien sûr. Nous sommes en contact avec les autorités de l'Union africaine, certains commissaires. Et demain, je crois que le président de la commission, il sera ici à Paris. Oui. Jean-Ping, vous voulez dire, le président de la commission de l'Union africaine? Oui, il fera une conférence à l'École normale supérieure demain à 18h. Mais aussi, nous sommes en contact avec les autorités libyennes. Et d'ailleurs, je crois que demain à 16h, il y aura une manifestation à la place de la République pour soutenir le peuple libyen contre les bombardements. Donc nous sommes informés. Et aussi, nous sommes en contact avec le Quai d'Orsay, l'Élysée bien sûr, mais l'opération est déjà lancée. Donc on ne peut que déplorer ou bien de dire qu'il faut privilégier la négociation parce que le panel de 5 chefs d'État africains sont sur la même longueur d'onde, de privilégier la négociation entre Kadhafi et les insurgés. Et c'est l'option de négociation qui doit primer selon nous. Donc là, vous êtes en train de jouer un peu le go-between, comme on dit dans le langage diplomatique, entre les autorités africaines, les autorités françaises et de la communauté internationale, ainsi que l'Union africaine, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Et vous vous sentez suffisamment écouté? Vos arguments sont pris en compte dans les discussions? Nos arguments sont pris en compte, mais la problématique, si on a interdit aux chefs d'État africains dimanche passé et lundi passé de se rendre à Libye pour mettre en place la négociation, vous comprenez que ce n'est pas un coup de guerre des étudiants qui va changer les choses. D'accord.
Est-ce que vous partagez cet avis général? Ça transpirait en filigrane dans ce que vous avez dit. Est-ce que vous partagez cet avis selon lequel, si on frappe en Libye, on devrait frapper dans les autres pays également? Je pense notamment au Yémen, je pense à tous ces pays arabes qui sont en ébullition actuellement. Vous êtes de cet avis-là aussi? Oui, je suis de cet avis. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous voyons que c'est un problème que la communauté internationale n'essaie pas de résoudre de la même manière. Donc il y a des poids, il y a des mesures, comme le disait le président Museveni, parce qu'à Bahreïn, on ne bombarde pas, ou au Yémen, alors que les mêmes problématiques se posent comme en Libye. Pourquoi on a choisi la Libye? Les gens commencent à dire, même au Congrès américain, que c'est pour des motifs purement économiques, notamment le pétrole libyen. Bah, je ne repense pas uniquement, mais je ne suis pas loin non plus de repenser. Mais soutenir la Libye et soutenir Kadhafi, on peut faire le distinguo entre les deux? Bien sûr, Kadhafi n'est pas la Libye. La Libye existe avant Kadhafi et la Libye existera après Kadhafi. Donc le distinguo, c'est qu'il faut trouver une solution dans l'intérêt du peuple libyen. Et la solution passe par la négociation, passe par la médiation entre les insurgés qui ont une aspiration légitime de démocratisation du pays, qui ont des aspirations légitimes de liberté et de démocratie, et le régime de Kadhafi qui doit évoluer coûte que coûte, parce que il faut que les gens comprennent que la dictature, c'est un mode de gouvernance du passé, c'est un mode archaïque de gouvernement dont les peuples africains doivent s'en débarrasser, d'ailleurs dans la foulée. Merci beaucoup, Paul Kananura. Est-ce que vous pensez, et ce sera ma dernière question, que Kadhafi est indispensable à l'Union africaine, notamment pour la construction de ces États-Unis d'Afrique? Il a essayé. Kadhafi, c'était un nationaliste qui a partagé l'argent du pétrole avec son peuple, contrairement à d'autres présidents. C'est un panafricaniste qui a essayé d'investir en Afrique d'abord, mais aussi de mettre en mouvement les États-Unis d'Afrique. Et je crois que ce mouvement doit continuer avec ou sans lui. Merci beaucoup, Paul Kananura. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des stagiaires et étudiants africains de France et que vous étiez notre invité pour cette édition de l'entretien du jour. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.